Et mesdames, messieurs, bien le bonjour, excellent week-end, bienvenue en ce vendredi matin, en ce vendredi sur Canal. Et dans la matinale, bonjour d'Algérie, avec toute une équipe qui vous accompagnera durant ce vendredi, demain samedi et dimanche bien évidemment. Et ce matin, on ouvre le bal avec Docteur Benachou pour ne pas changer. Avec lui, on va parler des cosmétiques. Les cosmétiques, leur fabrication, leur origine, les dangers aussi sur le corps humain, comment les choisir, ça se passe avec Docteur Benachou, en tout cas on en parle ce matin avec lui. Il s'appelle Lamine Zeleg, il fait son retour lui aussi dans l'émission, il est chargé de la communication de l'association Sidra. Rappelez-vous cet événement planétaire Earth Hour, on en parle avec lui ce matin ici sur ce plateau. On fera une petite escale à Annaba avec le fameux festival méditerranéen du cinéma. C'est la troisième édition, ça se passe depuis le 21, c'est jusqu'au 27 mars prochain et c'est Amen Besh qui sera sur place. Salim Brahimi, il est organisateur. Bon, Salim Brahimi, il est d'abord chroniqueur radio, journaliste radio, il est reporter, je parle en québécois maintenant, reporter culturel à la radio chaîne 3. Il est à la tête d'un magazine aussi, spécial manga, jeux vidéo et autres, et ça on en parle ce matin, mais surtout ce qui nous intéresse c'est ses invités aujourd'hui sur le plateau. Il ne viendra pas seul, il viendra avec des cosplayers. Des cosplayers, alors c'est des fanats de manga en général et de comics. C'est ceux qui vivent tellement leur personnage préféré qu'ils recréent leurs costumes, et ça tombe bien, ils seront avec nous pour nous parler donc de leur venue en Algérie. Ils sont trois, ils sont étrangers, ils débarquent en Algérie pour le Comic-Con Al Jazeera. Dans sa première édition, ça se passe au Palais de la Culture Moudi Zakaria, et c'est jusqu'au 25 mars, ça débute d'ailleurs aujourd'hui. Hakim Kishrout, les rendez-vous sport, c'est avec lui, avec les résultats. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale, n'hésitez pas à nous écrire, à partager avec nous vos infos, vos actus, sur hashtag la matinale des Z ou sinon Marthez Rabia tout court un peu partout. Allez, sans plus tarder, c'est la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Et la météo de ce matin, c'est avec Feriel Chir que ça se passe. Feriel, bonjour. Bonjour à vous, Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Eh bien, le retour du soleil est prévu aujourd'hui. En effet, nous avons eu ces derniers jours un temps instable au nord comme au sud. Eh bien, aujourd'hui, le temps s'annonce printanier au nord comme au sud. Le soleil reprendra le dessus. Par l'ouest, on notera tout de même quelques passages nuageux qui restent assez denses vers l'extrême est avec possibilité de quelques faibles pluies, des vents d'ouest à nord-ouest atteignant parfois les 50 km/h sur l'ensemble des régions côtières. Le soleil s'imposera largement en attendant le retour des passages nuageux qui est prévu encore une fois par l'ouest avec possibilité de quelques faibles pluies cette soirée à l'ouest et au centre. Sur la partie sud, rien n'empêchera le soleil de briller sur la majeure partie des régions sahariennes. Les températures, elles repartent à la hausse. En effet, nous allons gagner quelques degrés avec le retour du soleil. On attend 17 degrés cet après-midi pour la wilaya de Tlemcen, 18 à Oran, c'est le maximum au nord, 16 à Alger, 10 degrés à Tiaret, 13 Tizi Ouzou, 11 Sétif, un minimum de 8 degrés pour la wilaya de Betna, 12 à Guelma, 13 à Nabas Kikda sur la partie sud, 22 à Béchar, 27 à Tindouf, 22 aussi pour Adrar, Ain Salah, 29 à l'extrême sud et enfin 20 à Élysée. Aujourd'hui en Europe, le temps sera mitigé, les nuages restent assez denses, le temps sera voilé vers l'est du continent, il y aura de la pluie aujourd'hui à Paris, de la neige à Bucarest, un temps variable pour Copenhague, Berlin, Prague, côté température 8 degrés sous le soleil à Budapest, 4 à Varsovie, moins 1 à Bucarest sous la neige, c'est le minimum aujourd'hui en Europe, 3 à Copenhague, 17 à Paris, 9 à Bordeaux, 18 pour Lisbonne, 10 degrés à Dublin, 11 à Londres et enfin 14 à Marseille. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h01. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteo.z. Je vous remercie pour votre attention. Profitez du soleil et à tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. À vous, Mahrez. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Tiens, et on va parler sport tout à l'heure, ça tombe bien. Rappelez-vous de cet homme le plus rapide de l'histoire de l'humanité, son fameux 9,59 sur un 100 mètres. Il s'agit bien évidemment du Jamaïcain qui s'appelle Usain Bolt. Et
Il s'est reconverti en football. Alors imaginez, il passe d'une superbe carrière internationale à 33 ans, 33, 34 ans, d'athlète, de sprinter, et là il vient de signer chez qui? Chez le Borussia Dortmund. Eh ben oui, il est chez au Borussia et ça tombe très bien. On pourra en parler en tout cas tout à l'heure avec la page sport de Hakim Keshroud. En attendant, mesdames, messieurs, en ce premier jour pratiquement du printemps, les premières lueurs du soleil, avec ce temps printanier qui se présente du moins sur les régions nord, bah, ça tombe très bien. On va ouvrir le bal en musique. Printemps, les mhaqiri, ça va bien ensemble. On se retrouve juste après. غيورة وعليك تفني هذا واش الرب عطاني لو صبت سجنك في البيت مقدرني حبي وفهمني غرامك تعبني وعيت واصبح لي ضري دخلاني املكني وراني فنيت راني فيني نصبر والله قدرني طفرت فيا أنا حبيت أما أنت راك ترقد هاني لو كان بالحب تبليت يا محبوبي تعذرني في حبك راني قاسيت حتى نومي
J'aime beaucoup Rim Haqiqi, moi. Vous l'aimez, vous aussi? Non, sincèrement. Euh, c'est le vendredi, je peux rien te dire, cher. On a un copain dans le studio, c'est un caméraman, c'est un personnage, hein, c'est un personnage. Non mais moi je l'aime bien, c'est pas que je l'aime pas, j'adore moi Rim Haqiqi, comme on doit être nombreux à l'aimer d'ailleurs. Mais le problème, c'est quand tu donnes à une chanteuse une chanson en playback, bah du coup elle s'ennuie un peu, et c'est pour ça que ça part dans l'hyper... illustration, moi, je dirais. Gesticulation. C'est ça. Mais sinon, Rim Haqiqi, dans ses registres Hausi Andalou, elle est magnifique. Hein. Même dans cette chanson, elle était magnifique. Ce qui était un peu dérangeant juste, c'était un playback et ça se ressentait. Ouais. Après, si elle nous regarde, on l'embrasse très fort, on lui souhaite beaucoup de belles choses. Allez, ce matin, docteur Benachou, comment ça va bien? Ça va bien. Très Tranquille. bien même. Il a plu, il a neigé, il fait beau. Et on a un pays merveilleux. On a un pays merveilleux. Ne serait-ce que par cette très très belle météo, il y a de la neige, de la pluie, 24 heures après, alhamdoulilah, il y a du soleil et ça reprend. On a un pays merveilleux et dommage qu'on n'en tienne pas compte et qu'on ne le respecte pas. Docteur Et je Benachou, m'arrête là. t'aurais pu commencer un peu plus positif ce matin, mais c'est pas grave. Non, mais c'est positif dans le sens Ah oui, où oui, on a oui, un oui. merveilleux pays, il faut s'en occuper. Voilà. Il ne faut pas laisser le trouble de Ouais, l'environnement, bon, la bah, pollution. vous êtes mignon, vous dites, on me dit c'est le retour du printemps, demain déjà le retour des pluies. Hein. Alhamdoulilah, au contraire, regardez comment qu'on est... Il a pris la drogue du bonheur, le docteur. Hein. Docteur, il y a eu un accident, 40 morts. Eh ben oui, bah, ça arrive. Non, non, Au moins là, ils sont au paradis. Là, ça c'est autre chose. Non. Moi, je C'est ça parle de mon pays, réellement de ma D'accord. terre, la terre algérienne, ma terre. On aura compris qu'aujourd'hui, vous voyez même plus le verre. Il est plein. Il n'est pas à moitié, il est plein. Alhamdoulilah, mieux Alors, vaut. allez, du coup, ce matin avec vous, on va parler des produits cosmétiques. Pourquoi les produits cosmétiques? Pourquoi? Parce qu'on a tendance justement à négliger un organe essentiel, qui est essentiel dans le corps humain. C'est un organe, on le maltraite, c'est la peau. Ouais. Vous savez que la peau est essentielle et elle est extrêmement importante comme organe parce qu'elle protège l'intérieur de notre corps où il y a les autres organes. Elle le protège contre le milieu extérieur. Le milieu extérieur qui est plein de microbes, qui est plein de rayons de soleil, qui est plein de gaz de pollution, qui est plein de pas mal d'agresseurs, entre guillemets, de notre corps, eh bien c'est grâce à la peau que tous ces agents qui sont contaminants, qui sont agressifs, ne pénètrent pas et ne nous détruisent pas. Parce que la peau est un excellent système de protection. On parle de système de protection nucléaire, électronique et tous ces éléments-là. Je crois que la peau est quelque chose, est un élément, est un organe qui est fondamental. Vous savez que cette peau, aussi fine qu'elle soit, elle est constituée de ce que j'appelle moi un millefeuille. Un millefeuille, c'est une succession. Il n'y a pas mille feuilles, mais c'est une succession de couches qui constituent la peau. Ça, c'est... Et ce qui est superficiel, il y a plein de petits orifices qui permettent à la peau, je parle d'une façon la plus large possible, de respirer, parce que notre peau respire avec 1000 guillemets. Respirer comment? C'est parce qu'il y a 1000 petits orifices qu'on appelle les pores de la peau, par où sort la sueur, par exemple. Et la sueur qui est un thermorégulateur. C'est comme ça que notre corps gère la température. Deuxièmement, ce que l'on ne voit pas, mais on en jouit, c'est cette souplesse de la peau. C'est cette souplesse, on peut bouger, elle est ni sèche, ni trop grasse, elle peut être trop grasse. C'est parce qu'il y a un film, c'est-à-dire une couche qui est sécrétée lipidique, pour être beaucoup plus, c'est un liquide, et qui donne cette souplesse à la peau et qui en même temps est un protecteur de cette peau. Mais attention, à condition que cette peau ne soit pas lésée, perturbée. Comment elle est perturbée? C'est par le fait qu'il y ait des agressions répétées de produits chimiques. Quand on parle de cosmétiques, produits de maquillage, produits pour shampoing pour cheveux, parce que le cuir chevelu aussi, il faut en tenir compte. On parle
ce sont d'abord et avant tout des produits chimiques. Et j'ouvre tout de suite une parenthèse, des produits chimiques qui agressent la peau et surtout les cosmétiques qui sont en vente dans notre pays d'une façon complètement désordonnée, d'une façon complètement dangereuse, qui agressent la peau. Et mes collègues de dermatologie vous disent combien il y a de problèmes d'atteinte de la peau à cause de ces cosmétiques qui ne sont pas. Les cosmétiques, c'est d'abord des produits chimiques, ça c'est important, qui vont agresser, Ah oui, quand même. qui vont agresser la peau. Mais le problème est beaucoup plus grave dans le sens où les produits qu'on appelle cosmétiques, actuellement dans notre pays, sont en vente sur les trottoirs, sont en vente n'importe comment, et comme il y a malfaçon, comme il y a des produits qui ne répondent pas aux normes, Et ça, c'est la contrefaçon. c'est la contrefaçon. Ça aussi, moi je m'étonne comment on s'occupe de la contrefaçon de différents produits, mais jusqu'à présent, les cosmétiques, les parfums, les trucs de maquillage, comment on appelle ça, les fonds de teint, les eyeliners, les trucs. J'ai été visité dans les vendeurs on dit cosmétiques, mais en général. Vous savez par exemple qu'il y a des ventes de parfums contrefaits. Il y a des magasins qui sont ouverts ici à Alger, et je crois que dans tout le territoire national, on utilise le nom célèbre d'un parfumeur qui, lui, répond à des normes chimiques qui sont contrôlées en dermato. Là, on vous dit, tenez, c'est ce parfum, par exemple, je ne sais pas s'il existe, le baiser du bonheur, c'est le nom d'un... Ah oui, vous êtes chic ce matin. Hein, oui, c'est le nom d'un grand le biseau parfumeur. du bonheur, mesdames, messieurs. Oui, pour pas dire autre chose, pour faire de la pub. C'est... C'est Jean-Paul Gaultier qui va être content. Ah, chérie, j'ai regardé une émission sur une télévision algérienne. Franchement, il m'a donné une idée. Non, il y a m'a donné d'autres. une idée, le médecin. Je vais l'appeler le baiser de la maison du bonheur. Il y a d'autres marques. D'accord, non, on l'aura Mais compris. la situation... Attendez. La Il y a situation est deux grave. types. La situation est Maintenant, vous grave. parlez des parfums, il y a deux cas à souligner. Vous avez la fameuse mode, c'est un peu comme les Ashab. Vous avez vu les pharmaciens de substitution Oui, entre autres. Bon, j'ai été généreux en disant pharmaciens. Je veux dire, on va dire aussi les charlatans de substitution, Voilà. à qui on a permis surtout d'ouvrir et d'avoir des registres de commerce. Donc Voilà, là aussi, il faut se la poser la raison. question sur Voilà. l'origine aussi. Maintenant, il y a aussi une autre mode, mais vous avez deux types de revendeurs de produits cosmétiques. Vous avez celui qui vend de la contrefaçon avec l'emballage, avec le nom et avec une origine et une provenance assez douteuse. C'est une tromperie Oui, qui ça, est punie par la loi, Moi, qui devrait être punie par la loi. les produits sont partout. Hein. Je veux dire, on n'a pas non plus. Je vous emmène dans mon quartier, on va aller sur le premier bureau de tabac, comme on les appelle, chez le tabac du coin. On va lui demander un parfum. Vous allez voir un Yves Saint Laurent à 750 dinars. Il n'y a aucun souci. On met tabac, journaux, cosmétiques. Vous avez ça, c'est sûr, à l'entrée. Par contre, vous avez aussi des vendeurs qui vendent de l'original et du heur. Tu connais le heur, hein? Oui. Voilà, le heur. Non, je parle. Non, attendez. Et il y a les autres, effectivement, ils sont en mode HM. C'est des boutiques qui payent de mine. Il n'y a pas de qui ne payent pas de mine. On sait déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Et qui vendent des extraits de parfum. On vous dit, on arrive à vous recomposer du Nina Ricci, du Vénus. Ah, vous le dites, alors je peux y aller. J'en ai cité Ouais. plusieurs. Hein, et Ouais. j'ai essayé d'intégrer les Algériens, même si on n'a pas de. Bon, J'ai fait le test. oui. J'ai vu marqué, je suis rentré dans ce magasin et Vous avez j'ai vu pris un marqué quoi opium. Ah, Opium. Vous avez du goût. Hein? Ouais, c'est très bon. YSL. Alors, il y a même la marque, le Black, ou je sais pas quoi. C'est comme maintenant je suis rentré. Mais c'est de la folie, il n'y a que le nom. Et comment peut-il se permettre de dire que c'est opium? Et pourquoi le fabricant de ce parfum n'attaque pas et de dire que je n'ai rien à voir Non, parce que avec c'est ça? Non, attends. Ça existe dans tous les pays du monde, par contre. Hein. Mais l'odeur, le parfum, c'est pas lui-même. Au-delà du parfum, de l'odeur. Mais vous avez les parfumeurs traditionnels, ça c'est autorisé. Je veux dire, vous avez grandi avec ça. À l'époque, il n'y avait pas, il y avait pas de parfumerie, il n'y avait pas de grande marque. À votre époque, bon, c'était il y a un petit moment. J'étais jeune, j'écoutais une Oui. fameuse publicité avec bourgeois, avec un J comme joie. C'était des parfumeurs du sud de la France Oui, mais qui prenaient le jasmin d'Algérie, de la mitidja. Ouais, mais est-ce qu'à l'époque, ça existait déjà
ceux qui composaient les parfums, en vous fabriquez votre parfum. C'est absolument la même chose. La seule erreur, là où on tronque un peu et là où on trompe surtout les téléspectateurs, enfin les consommateurs, c'est qu'on ne leur dit pas dès le départ, c'est qu'on leur propose une imitation. C'est-à-dire, moi je vous propose de vous donner l'équivalent d'un Vénus pour faire plaisir à la marque algérienne. Voilà. Mais c'est-à-dire que, alors qu'on pourrait dire, moi je peux vous fabriquer votre propre parfum, parce qu'il est autorisé, parfait. Oui, mais attention, les parfumeurs, ce qu'il faut comprendre, les parfumeurs traditionnels, c'est qu'ils utilisaient des produits naturels, des produits, des extraits de plantes, de fleurs. Attention, il ne faut pas confondre. Je crois qu'il faut faire le ménage dans ce domaine-là. Mais revenons aux cosmétiques actuellement sur le marché. Revenons à nos moutons. À nos parfums, pas à nos moutons. Pareil. Là, c'est important parce que moi, je vois de plus en plus de petites jeunes filles, de petites adolescentes qui se maquillent. Si à 16 ans, 17 ans, on commence à appliquer des produits chimiques sur la peau ou sur le visage ou dans les cheveux par des parfums, par des shampoings, ça va être une destruction progressive, lente, de la peau, et à la fin, on va avoir de gros problèmes. À ce moment-là, ces femmes, ces jeunes filles vont se présenter en dermatologie et elles vont rentrer dans un circuit de prise en charge qui va être catastrophique. C'est là où il y a une protection de la santé. Protéger la peau, c'est protéger la santé de la personne, c'est faire des économies. Je ne comprends pas comment on surveille les contrefaçons, mais on laisse un marché, mais c'est de l'anarchie, c'est pire que l'anarchie. N'importe qui peut vendre des produits. Ah, ça va vous renforcer la peau, ça va vous rendre, ça va corriger les boutons. Alors les boutons, vous savez ce que c'est? C'est un pore qui est bouché, qui n'a pas sa fonction. Il y a accumulation. Et quand il y a accumulation, il y a prolifération de microbes et vous avez des boutons. À ce moment-là, il faut que les gens sachent que protéger sa peau, protéger les cheveux, par exemple les alopécies, la perte des cheveux, due à des problèmes d'utilisation, parce que ce shampoing va vous rendre les cheveux ceci. Ensuite, les fameuses techniques actuelles qu'on appelle maquillage libanais, brésilien, et surtout le lissage, l'utilisation atroce actuellement de la kératine, qui est un composant naturel. Parce qu'un cheveu, il faut connaître ce que c'est, il faut expliquer ça aux gens. C'est de l'éducation sanitaire. Un cheveu, c'est comme un câble électrique. Il est entouré de couches. Si vous enlevez la couche, il va complètement se casser. Ensuite, cette utilisation irrationnelle du sèche-cheveux, comment on appelle ça, du bel color, je ne sais pas comment on appelle ça. Et surtout, les colorants. Comment on appelle ça chez les femmes, posez pas la question à pour moi, pour les cheveux. Les colorants des cheveux, c'est des produits chimiques, attention. Et alors j'en ai vu, je vous ai dit, je me balade chez un vendeur de parfums exprès. Teintures? Les teintures, voilà, la teinture. Oui. C'est ça. Attention, c'est dangereux que si vous utilisez ça, après n'allez pas vous plaindre que je perds mes cheveux. Ça, c'est grave. Donc, il faut élargir la protection de la santé à tous les produits. Mais ça, c'est le travail du ministère du Commerce et du ministère de la Santé, les deux réunis, pour aller et régler le souci des fausses pharmacies. Bon, les fausses pharmacies, on ne parle pas de pharmacie au vrai sens du terme, on parle des HAB et autres qui ne sont pas réglementés. Oui, l'achat et les fameux... Moi, je ne peux rien faire. Moi, docteur simple, docteur Benajnou, je ne peux qu'informer, faire de l'éducation sanitaire, mais il est temps, je ne peux rien faire. Docteur Benajnou passe sa vie à gueuler à la télé, à faire passer des lois au Parlement. Là, j'ai du monde qui attend, donc je suis obligé de vous remercier, de vous congédier. De vous congédier. Et si je vous conseille un parfum, actuellement, la grande mode, c'est d'aller vers un oud. C'est pas une marque, hein. Je parle du oud au vrai sens, oud. Très bien, c'est ça. Ça fait tomber... Et moi, ça fait tomber les mouches. Et moi, je conseille de laver ses cheveux avec du tfal. C'est de l'argile et c'est très bon. Et quand on se reste les cheveux, il ne faut pas le laisser partir. Non, il faut laisser couler sur le corps, ça va donner un corps superbe. Nos femmes connaissent ça, les vraies femmes. Hein. Il y a de fausses aussi. N'importe quoi. Docteur Benachou,
Normal, à 87 ans, il fallait s'y attendre. Allez, docteur, je vous souhaite longue vie, au contraire. À bientôt. Et À j'espère vendredi. que... Inch'Allah, Ah sans bah oui, problème. ah bah oui, ce sera un plaisir. Inch'Allah. Allez, quant à nous, on va se retrouver dans quelques instants pour parler d'un événement qui se déroule au Palais de la Culture Moudi Zakaria. C'est un peu le carrefour du jeu vidéo, mais également des mangas et des cosplayers. Ça tombe bien. Pour nous en parler, Salim Brahimi et 3 invités qui font partie du jury cosplay de cet événement. C'est la première édition, ça se passe au Palais de la Culture Moudi Zakaria et c'est jusqu'au 25. On en parle dans quelques minutes. Donc, on est déjà de retour. Eh ben oui. Bonjour. 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 Hello. Alors C'est déjà, quoi cette interjection? non mais déjà que Visuel. j'ai écouté l'émission sur la chaîne 3. C'était sympa, non? C'était votre première radio en Algérie? Oui. Ouais, c'est la première. Même en Radio France, tout court, en fait. dans radio tout court. On n'a même pas fait en France, c'est la première qu'on fait. Même pas en France. Non. Ah c'est bien. Ah, Ça donc s'est chez nous, bien passé. c'était un vrai plaisir. Ouais. L'Algérie c'est le pays des toutes premières fois. Comme disait je ne sais plus quelle chanteuse. Ça sera bien. Bonjour. Salut, Non, ma il y a ça une va? chanson connue. Bonjour, comment ça va bien, Salim Brahimi? Oui, très bien. Alors, on va parler d'un événement qui s'appelle le Games Con, c'est comme ça? Games and Comic Con Jazair. D'accord, ça tombe bien. C'est le rendez-vous des mangas, des cosplayers, mais également des jeux vidéo. Et C'est de la organisé culture populaire. et de la culture populaire, effectivement. Enfin, de la culture pop, si vous le voulez. Ça va se passer au Palais de la Culture Moudi Zakaria à partir de maintenant. D'ailleurs, ça commence dans une demi-heure, quoi, un truc dans le genre. Ah, exactement. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Vous êtes accompagné de 3 cosplayers En fait, qui ont des noms et des prénoms, des vrais, et qui ont des personnages. Oui. C'est autre chose. Alors, monsieur Gatz, Gats. il parlera de son personnage. Ouais, je parle de mon personnage, c'est un super-héros dans un manga. D'accord, bienvenue à vous. Il s'appelle Non, alors, Gatz s'appelle comment en réalité? Christopher. D'accord, c'est Mais Christopher en Chris, Lefebvre. ça me va. Christopher, bienvenue à vous. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans un magasin d'art D'accord, et voilà. C'est tout. Et je fais du football américain en semi-pro. Pas en d'accord. France. C'est cool ça. Bienvenue à vous. C'est cool ça. Alors, ensuite, deuxième personnage. Chimérol. Chimérol, c'est... C'est moi. Bonjour. Donc Chiméral ou Maëva. Maëva Paraz. Voilà. C'est votre première en Algérie. Oui, première fois qu'on vient en Algérie. D'accord. C'est Et- la vice-championne de France de cosplay 2016. Et votre personnage, c'est... Alors c'est une asmodienne du jeu vidéo Ion. C'est un jeu en ligne en fait. D'accord. Et donc, Alors, les deux, vous avez des... Ouais, rassurez-moi, c'est pas votre vraie couleur. Ça m'inquiète. Non. Non, c'est pour les c'est des ombrages. lentilles. C'est des lentilles. Ah non, moi c'est mes vrais yeux. Ouais, j'allais vous dire les deux, Oui, et toi, puis le ça troisième, non. Oui, c'est moi en fait. Lui, c'est Yukina. Yukina alias Fabrice Philippe Verlet. Voilà, c'est ça. Vous avez un nom un peu trop classique pour un Ouais, mais personnage. c'est le Philippe, faut pas le mettre en fait. Ah d'accord. on le dit jamais, même en France, je sais même pas que tu t'appelles Ouais. Philippe. Voilà. Je le savais même pas, c'est pour dire. Alors votre personnage, c'est... Alors moi c'est tiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Okami, en fait c'est un loop à la base. Donc Ouais. on avait fait une version humanisée pour un concours, pour faire une prestation sur scène.
D'accord. c'est une divinité du jeu. Ouais. Mais vous êtes fidèle à vos personnages ou est-ce que vous changez en tant que cosplayer? Est-ce qu'on est obligé de rester sur un personnage ou est-ce qu'on peut Non. changer Sûr que non, mais- On adapte suivant nos envies, suivant le personnage qu'on a envie d'incarner, etc. Enfin, en général, c'est selon les coups de cœur. On joue un jeu vidéo, on voit un film ou un manga, et puis un personnage qui nous plaît beaucoup, et on se dit, bah. C'est celui-là, je- quoi. Voilà, C'est vrai qu'il c'est faut celui-là qu'il totalement faut qu'on reposer. fasse. Ouais, et vous en avez fait combien dans votre carrière de... Ouais, une dizaine pour l'instant, ça fait Ah pas ouais. longtemps, ça fait 2 ans et demi, 3 ans juste. Et vous êtes tombé dedans comment? Comment? Ah, c'est Dans compliqué. la marmite, quand tu étais Non, jeune. ouais, c'est ça. il y avait une convention comme la Games and Comic Con en France, Ouais. et il y a un pote à moi qui me dit si tu viens déguisé, l'entrée elle est gratuite. Du coup, j'ai acheté un déguisement de Naruto sur internet et l'entrée était payante en fait. Le radar. Et du coup, j'ai payé le costume plus l'entrée, mais en fait, j'ai trouvé ça cool et du coup, après, j'ai commencé à créer. Et une ambiance qui est costume. vraiment particulière en fait. Et pour vous? Moi, c'est. À force de me renseigner sur internet, en fait, je voyais passer des costumes de temps en temps. Et puis, à force de chercher, j'ai vu qu'il y avait une communauté qui était très sympa. Il y avait un salon qui se déroulait un peu comme la Games and Comic Con à 1 heure de chez moi. J'y suis allée avec mon premier cosplay et en fait, l'ambiance était tellement géniale que ça fait 4 ans que j'ai découvert le cosplay et j'arrête plus. En fait, c'est juste trop bien. Il y a cette dimension de. C'est les personnages qu'on aime bien et puis il y a toute cette dimension de partage en fait Ouais. avec les autres. On est vraiment entre passionnés, on peut parler à tout le monde, c'est super facilement, c'est vraiment cool. Votre tenue, ouais, j'espère bien que vous changez de personnage à chaque fois. Suivant le temps. Mais c'est bon, chez vous. Ça me rappelle mon provoquer, oncle sortant en peignoir à chaque repas de famille. Non, alors, et vous êtes tombé dedans comment? Moi, c'est un peu comme Gats en fait. Je suis allé en visiteur tout simplement dans un événement, une convention, et j'ai vu tous ces gens en costume et tout là qui avaient vraiment l'air de s'amuser comme des fous. Et du coup, c'est parti de là. Je suis rentré chez moi. Je suis allé, il faut que je fasse un truc pour la prochaine. Je me suis dit, bon, j'ai 1 an pour faire un costume. Et c'est parti comme ça. Et puis à force, on continue, on fait d'autres costumes. Et on y va pour passer des bons moments tous ensemble. Alors, ça peut devenir un métier ou pas? Il y en a qui arrivent à en vivre, ouais. C'est ouais. très rare. C'est En France, compliqué il y en en France, a, en fait. que je sache, il n'y en a pas. Non, qui il n'y en a vivent. pas en Si, France. si, il y en a. Si, il y en a Oh, quelques-uns. oui, plusieurs Ouais. même. Qui en vivent que de ça. Bah, il y a. Qui créent des costumes sur commande. en Il y a fait. Oui, oui, Xia, mais par ils en exemple. vivent pas totalement en fait. C'est- Mais oui, ils créent des costumes, Ouais. ils font des Non, des commandes. exact. non. Les métiers liés à ça doivent exister. Oui, c'est effectivement. oui, il y a Mais est-ce qu'on en costumier, vit? Est-ce que c'est comme les footballeurs qui peuvent vivre du Non, football? c'est Non, pas, non, pas, non. pas autant. En fait, c'est un statut Pas autant, c'est d'artisan, on est vraiment- auto-entrepreneur, mais c'est c'est très compliqué, ouais. Ouais. Là, tout ce qui est artisanat, c'est pas. À la base, c'est une Ouais. passion, bon, comme le foot en vrai, mais Ouais. Ce qui est pas Et le vraiment- cosplay peut en fait faire émerger les costumiers de demain. Hein. C'est ça. Parce Oui, qu'ils aussi, savent ouais. dans un film ou une série, que sais-je, ou dans des pièces théâtrales, Ouais. ils peuvent créer des costumes pour plusieurs comédiens. Alors, le cosplay est arrivé en Algérie, entre autres, hein, j'ai bien entre autres pour pas blesser tout le monde non plus grâce à lui. Alors du coup, les premiers temps, bah oui, en partie c'est vrai ça. Ouais, vous avez le mérite d'avoir mis la lumière sur ça et puis d'avoir encouragé cela et d'avoir. Et maintenant, fait les émerger une cosplayers jeune génération. algériens sont reconnus par l'État, par l'Office national des droits d'auteur, avec la carte d'artiste. Donc Ça, ils c'est peuvent. justement C'est bien, ça. ça. C'est incroyable, cool, nous ça. en France, absolument pas. ouais. 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 Ah, vous êtes, On a vous êtes des aucun- SDF de l'art? C'est ça, Voilà, on est c'est un complètement. peu ça, ouais. On n'est pas reconnu par personne en fait. Qu'entre nous on se reconnaît. En fait. Ouais. Oui. Et pourtant, le cosplay, en fait, réunit plusieurs arts en même temps. Les arts graphiques, les arts de scène, parce qu'il y a la prestation, la mise en scène, et elle est travaillée. C'est un jeu de comédien. Ouais, le C'est- roleplay. c'est- Le roleplay, Ouais, puis- le design, la chanson, la voix, parce qu'il y a certains qui chantent, hein, qui rentrent carrément dans Les le... mecs qui transforment leur voix. Voilà. Et en fait, c'est plusieurs arts condensés dans une même discipline, en Et fait. après, il y a tout ce qu'il y a autour, la photographie, la vidéo, etc. On a des photographes qui font ça par passion, qui n'en vivent pas du tout et Ouais. qui font des photos juste magnifiques en fait. Et des photographes qui vivent de la photographie, qui font Et qui de la font photo aussi, cosplay par pour passion. s'amuser, ouais, Aussi. pour décaler un Ouais. petit peu. On Mais, dirait une pièce théâtrale, les gars, chacun son tour, quoi. Non, mais juste, pourquoi je parlais de ça aussi? Je parlais de ça parce que je disais, la première génération de cosplayers ici en Algérie, ils ont fabriqué eux-mêmes leurs costumes. Vous aussi, c'est un peu ça? Là, il n'y a pas accès non plus à l'achat de costumes tout fait. Il y a quelques années, on Il y ne en pouvait a, pas le faire. si. Oui, en fait, le cosplay, à la base, c'est vraiment faire son costume. En C'est tout cas, ça. dans les conventions, c'est dans les concours. Mais bon, maintenant, les gens, ceux qui Achètent. veulent, peuvent acheter, s'amuser entre amis. Il y a pas de Oui, mal. après il y a une différence entre visiteurs et ceux qui participent les au concours. concours. Concours, Ouais. il faut... Concours, faut obligatoirement, un minimum, en général, c'est entre 40 et 50% fabriqué main.
Ouais. Et après, par contre, un visiteur qui veut s'acheter son costume de Naruto et venir passer un bon moment, un bon Juste week-end, s'amuser, c'est autre chose. voilà, il Ça vient. reste un C'est cosplayer, quand même un ouais. cosplayer. Ça reste un Ouais. cosplayer et il vient s'amuser, il passe un bon week-end. On n'est par pas exemple. obligé de fabriquer son costume en fait dans la définition du cosplay. Après, pour tout ce qui est concours, oui, il faut fabriquer son costume pour faire des plus gros concours et être D'accord. primé, etc. C'est perçu comment en France aujourd'hui? Ça C'est dépend perçu par comme du qui. déguisement. Ouais. Non, ça dépend Mais, par qui. Ça dépend par qui, ouais, mais On vous respecte, on apprécie. franchement, moi pour l'instant, j'ai J'ai jamais jamais eu de eu de problème, soucis, j'ai jamais eu de non. soucis. Ouais, Non. c'est- Ouais. J'ai jamais moqué de vous en disant. Non, mais- les gens s'intéressent. Ouais. C'est plus la curiosité que Et de la même moquerie. la même chose en Algérie, Mahreza, ça Il n'y avait fait pas d'effet de comparaison dans ma question. Je disais comment Non, ça non, se non, passe en non, non, France, mais parce je te qu'ils dis- vivent en Non, mais France. je te dis parce que les gens, bon, certains qui se moquent et tout, mais gentiment, mais après ils découvrent et c'est vraiment du travail derrière. Hein, quand Après, on ils voit le font en cachette. son armure, Ouais. non, mais ceux qui aiment les jeux vidéo, les mangas, Ouais. qui connaissent en fait le cinéma, en fait, à la Star Wars, Star Trek, les space opéra, ils vont forcément trouver ça normal. Mais les gens qui ne connaissent pas du tout vont soit curieux. rigoler, ou d'autres vont essayer de prendre. Ouais, ils juste prennent des curieux, selfies quoi. avec eux en fait. C'est ça. Et pour eux, ils mettent sur Facebook, ils sont fiers de faire ça en fait. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est un petit Du peu coup, de l'animation en fait. Quel est votre rôle sur le Games and Comic Con Membre du Jazz? jury en fait, Chimirol est président du jury et Gats et Yukina en fait sont les deux membres, deux autres membres du jury. Il y a 3 membres de. 3 membres. Il y en a 3. Et Trois. vous faites quoi là-bas? Vous faites Moi, je m'amuse en fait. T'as participé à l'organisation quoi. Oui, Non. moi en fait, je les aide en fait. Voilà. J'essaie de coordonner tout ça. C'est lui qui nous a invités, par C'est exemple. l'organisation. Et je couvre pour la chaîne 3 surtout. Vous saluerez la chaîne 3. Vous dites que. Toi, Hachnak. Vous leur annoncez la terrible nouvelle. Je serai de retour pendant Ramadan. Ah, la Et bonne que nouvelle, voilà, j'ai- c'est terrible. Non, c'est que j'ai faim et je vais en bousiller quelques-uns sur ma route. Alors du coup, je vous souhaite un excellent séjour en Algérie. Merci beaucoup. Je vous souhaite tout simplement de vous amuser, de rencontrer de belles personnes, d'avoir de beaux échanges et puis de donner un maximum de plaisir parce que j'imagine que On est c'est là ça pour aussi ça. votre job. C'est ça. C'est ça, On est là écoute. pour rencontrer tout le monde. Et juste un conseil pour ceux qui vont prendre part au concours. Un conseil. Amusez-vous. C'est tout? Oui, faites-vous plaisir. vraiment. Soyez passionnés, hein, c'est tout. Voilà. Partagez votre passion avec le public et amusez-vous. Quand est-ce que je te verrai en cosplay? Dès qu'il y aura une taille XXXL pour Oh. On moi. sera deux alors. Voilà, dès qu'il y en aura une, je viendrai avec plaisir. En tout cas, bonne chance et je vous souhaite un excellent séjour et puis un maximum de bonnes choses pour tous les visiteurs. Ça se passe encore jusqu'au 25. Ça débute aujourd'hui, donc pas encore. À 10h, dans quelques minutes. Voilà, ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'au 25. Et ça tombe bien, on va parler d'un autre art, tiens, parce que le cosplay est un art, le manga est un art, les jeux vidéo sont et un sport et un art, mais nous on va s'intéresser au 7e art, le cinéma, avec Annaba, une escale sans plus tarder, avec le Festival méditerranéen du cinéma, nouvelle édition. C'est monsieur Amir Nebej qui est en direct de Annaba de Bonn. Est-ce qu'il est connecté ou pas? On y va, en tout cas on le salue et puis c'est à vous. Racontez-nous un peu ce qui se passe à Annaba. Tous, amis de la matinale, bonjour d'Algérie. Nous sommes avec vous à partir de la ville de Annaba pour partager avec vous le déroulement de cette 3e édition du festival du film méditerranéen qui a connu hier l'entrée en compétition des films algériens, notamment celui de Yasmine Chouir. Il a Akhir Zaman jusqu'à la fin des temps. Elle est avec nous, sa réalisatrice et notre collègue Yasmine Chouir, pour nous parler de cette magnifique aventure cinématographique. On lui souhaite bonjour. Bonjour Yasmine. Bonjour Amir, bonjour chers amis, chers collègues. Première question, moi j'ai juste envie de vous poser cette question. Le film a été projeté à Alger, à Annaba. Quel est votre sentiment, sincèrement, d'abord de faire votre premier film et de deux, il a été bien accueilli. Comment on se sent après toute cette fatigue, tous ces efforts fournis pour réussir son coup? Alors on se sent très joyeuse. Sincèrement, je suis très heureuse. J'attendais avec impatience la sortie algérienne. Et du coup, à présent, aujourd'hui, le film existe et le public algérien l'a vu, ou du moins a commencé à le voir. On va faire la sortie dans quelques jours, donc le 26, au niveau national. Donc ce sera du côté de Oran, Constantine, ici à Annaba hier et j'ai plus les autres villes, je sais qu'à Béjaïa et tout. Vraiment beaucoup de joie. S'il y a un mot qui peut résumer ce que je ressens aujourd'hui, c'est beaucoup de joie et beaucoup de pression. Et beaucoup.
Ouais, beaucoup de fierté, certainement. Le film attire, hein, déjà à travers l'esthétique, les plans choisis, les comédiens, et puis il y a cette originalité du scénario. Évoquer la mort pour parler de l'amour. Comment est venue cette magnifique idée, sincèrement? Franchement, je ne sais pas exactement d'où elle est venue. Bon, j'essaie de faire un travail de rétrospection sur moi-même, en tant qu'auteur, hein, du départ de cette histoire. C'est vrai que l'histoire, elle est là, ça se passe dans un cimetière, et le sein des morts, où les villageois environnants viennent se recueillir sur les tombes de leur famille. Donc, et à partir de là, bien sûr, dans cette quête de la mort, naît l'amour, naît la tendresse, naît la découverte de l'autre aussi. Donc ça, c'est pour le sujet en soi. Maintenant, ce qui m'a amené à écrire cette histoire, bien sûr, je peux partir très, très loin dans une réflexion un peu philosophique autour de la mort et de la vie, surtout parce que l'amour, finalement, il résume un petit peu le sentiment de vie. Parce que comment on explique la vie? Je pense que le premier sentiment avec lequel on peut expliquer la vie, c'est l'amour. C'est l'amour de tout, l'amour de vouloir vivre, l'amour de respirer, l'amour d'aimer l'autre, de partager avec lui. Donc l'amour, pour moi, résumait cette rage de vivre. Et je me suis dit, dans une société où on commence, que ce soit en Algérie ou aujourd'hui malheureusement un peu partout dans le monde, à avoir l'impression qu'on est dans un grand cimetière où la mort, elle est là, elle est au quotidien, on la sème, on la cultive et tout, dans les médias. Quelle place à la vie, quelle place à l'amour, quelle place à cette rage de vivre? Est-ce qu'on continue à vivre, dans le sens vivre, pas survivre seulement, manger, boire, non, vivre passionnément, ou est-ce qu'on s'arrête un moment, on abandonne alors qu'on a encore le souffle de vie en nous? Beaucoup de philosophie, j'aime beaucoup, mais en même temps, quand on parle de votre film, il y a aussi cette profondeur par rapport à votre engagement à la question féminine ou la cause des femmes en Algérie ou dans des pays maghrébins qui connaissent un petit peu ces problèmes liés, que ce soit au poids des traditions ou au poids de la tradition et de la religion aussi. Est-ce que vous avez voulu porter cette revendication de dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête un petit peu de porter des préjugés sur la femme rurale, ses besoins, sa façon d'être, son émancipation. Et puis, elle a le droit, elle aussi, à l'amour, à la vie, au plaisir de la vie, à l'espérance et au rêve, tout simplement. En fait, j'ai l'impression que je pourrais pas écrire sans avoir ces revendications quelque part en tête ou quelque part en moi ou qui se traduiraient dans le scénario et puis dans le film. Parce que c'est réellement des préoccupations que j'ai déjà en tant qu'être humain pour les libertés de l'homme en général, que ce soit la femme et l'homme aussi. Bien évidemment la femme, parce qu'aujourd'hui, même l'homme, vraiment, je suis arrivée à un degré de réflexion, je me dis que l'homme aussi est victime de cette pression sociale et tout. Mais la femme, ça se voit et elle est encore plus victime physiquement de l'homme. Elle est encadrée elle a un cadre trop plus serré que celui de l'homme, où elle peut évoluer, des sentiments plus restreints que l'homme auquel elle a droit, mais l'homme aussi, hein, vraiment, je suis une femme, je ne peux pas ne pas m'engager dans cette quête d'émancipation, mais quand je dis émancipation, ce n'est pas une émancipation, j'allais dire, irréfléchie. Même si c'est une émancipation irréfléchie, c'est pas tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais une émancipation presque d'existence, d'exister. J'ai le droit d'exister. Si j'ai envie de faire ça, je le fais. Tant que je ne fais pas de mal aux autres, je peux faire ce que je veux. Ma condition de femme ou ma condition de mère ou ma condition d'être humain, si elle ne m'empêche pas physiquement de faire quelque chose, pourquoi un autre être humain en face de moi m'en empêcherait? Ça, c'est un engagement auquel je peux pas me dérober, c'est normal. Maintenant, est-ce que ça concerne la femme rurale seulement? Je pense que ça concerne la femme en général aussi. Maintenant, le film se passe dans une région rurale où il y a des préjugés, des interprétations mauvaises, que ce soit de la morale ou que ce soit de la religion. Je trouve qu'il y a vraiment une pression que l'homme met sur l'autre. C'est l'homme qui met cette pression sur l'autre. Cette pression, elle n'existe pas. C'est vraiment, elle est en nous. C'est le propos. Si je défends quelque chose, c'est que je défends le droit de faire, tout simplement. Pour porter un film pareil, de cette profondeur-là, et bien évidemment qui vous tient pas à cœur, parce que voilà, vous avez cette rage de vouloir réussir votre premier long métrage, on a besoin d'ingrédients comme celui ou ceux d'un acteur qui vient du théâtre magnifique, Boudjema Djilali, qui est d'un charisme incroyable, époustouflant,
bluffant parfois. Et bien sûr, une Jamila Arras qu'on a cantonnée dans un rôle, dans un feuilleton de Shafiqa Ba'd al-Liqa ou Shafiqa tout simplement, et qui est dans un autre registre cinématographique. Vous réussissez à la mettre à l'aise et à s'exprimer d'une manière autre. Je pense qu'il y a... En fait, il y a une relation de confiance qui naît entre le réalisateur, qui est le metteur en scène, et le comédien. Le comédien va donner corps et va donner âme au personnage que tu écris. Donc déjà, il faut établir cette relation de confiance en amont. Il faut discuter avec ces comédiens. Bien sûr, quand tu écris, tu as des personnages en tête qui ressemblent à tel et tel et tel. Ils ont une espèce ils ont une ossature. Et puis quand tu vas chercher le comédien qui va interpréter ce rôle, eh bien tu découvres, tu cherches d'abord physiquement bien sûr, mais parce que tu te dis bon il va jouer ça et ça et ça, l'émotion sera là. Mais non, en fait c'est un tout. C'est le comédien va apporter quelque chose de plus. Qui vous guette, qui vous regarde, qui réagit à travers les réactions aussi du public. Et encore une grande surprise, votre père, Mohamed Chouir, qui vient à l'avant-première d'Alger, à la salle Mougar, et qui est inquiet comme un enfant pour sa fille chérie qui fait son film. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ton papa, je me permets de te tutoyer parce que tu es une collègue, être vraiment content et honoré de voir le public vraiment applaudir votre film? Mais écoutez, tout d'abord, ce sont mes parents avant d'être des réalisateurs et je suis leur fille avant d'être une réalisatrice. Donc, il est normal que les parents accompagnent leurs enfants. Je pense que le contraire serait super bizarre que des parents ne soient pas là pour soutenir leurs enfants. Il y a des parents qui ont des enfants qui font du cinéma ou qui font de la médecine et qui, eux, sont boulangers et tout, mais ils arrivent à accompagner au quotidien leurs parents. Peu importe. Un parent qui aime son enfant va s'impliquer automatiquement dans la passion de son enfant. Il s'avère que mes parents sont tous deux réalisateurs. J'ai réfléchi longtemps là-dessus, j'ai débattu. Aujourd'hui, je suis arrivée à un certain âge où je suis très à l'aise avec l'idée d'avoir des parents réalisateurs et être réalisatrice. Parce que de toutes les façons, ceux qui ont envie de dire quelque chose diront quelque chose. Donc moi, je profite de ces deux et j'estime que ce sont deux sommités que j'ai à la maison. Je profite d'eux, j'apprends. J'ai pas fait d'école de cinéma, donc j'apprends de tout le monde. J'apprends d'autres réalisateurs, j'apprends d'autres scénaristes et j'ai deux écoles à la maison. Pourquoi m'en priver sous prétexte que voilà, il faut que je m'émancipe de... Je suis très émancipée par rapport à eux, par rapport à ma réflexion et mes films. Ma mère, tu en parlais, je te tutoie aussi, c'est une personne qui m'accompagne dans la production du film. C'est elle qui a monté le film aussi. C'est une excellente chef monteuse, hein. C'est pas moi qui le dis. D'autres réalisateurs, elle a monté les plus grands films algériens. Donc je ne vois pas pourquoi je me priverais de leur qualité. Et encore une fois, un travail d'équipe et ma famille, c'est mon équipe aussi. Le message est passé, c'est dit, voilà. Je pense qu'on devrait un peu annoncer le programme d'aujourd'hui, puisqu'il sera question d'un film palestinien, donc Ghost Hunting, qu'il faut voir justement à partir de 14h, non plutôt 16h45, et puis il y a un hommage au cinéma tunisien à travers un film c'est La Rumeur de l'eau, de Taïb Lohichi, qui nous a quittés en février passé, au mois de février passé, Allah yarhamou. Et puis, en attendant, Les Hirondelles de Karim Moussaoui à 14h, un vendredi, juste après la prière du vendredi. J'espère que vous serez là au théâtre régional de Annaba, Azdin Medjoubi. On souhaite bon courage à notre collègue Yasmine Chouir pour son film. Bon vent, comme on dit. Et puis merci à notre cadreur présent ici avec nous, monsieur Drissi, à l'ingé son, bien sûr, Waman, qui fournissent des efforts incroyables pour réussir ces entretiens. Quant à moi, je vous dis à demain pour un autre entretien. Jusque-là, prenez soin de vous. Merci, Mahrez. Merci à vous, Amin Nebech, à partir de Annaba avec Yasmine Chouir pour son film d'ailleurs, son super film que vous pourrez aller voir, qu'il faudra absolument découvrir ici à Alger. Je vous donnerai les salles d'ici la fin de l'émission. Allez, ce matin, on va parler d'un événement. Il s'agit du Earth Hour. Quelle édition ? Quatrième ici en Algérie. Bienvenue à vous. Merci. La mise leg. Merci, bon retour parmi nous. Alors, Earth Hour en quelques mots. Petit rappel pour ceux qui nous regardent. Earth Hour, c'est le plus grand événement environnemental au monde. Il a commencé à Sydney en 2007, donc à travers un journal et des personnes engagées envers l'environnement, et ça a pris de l'ampleur de plus en plus jusqu'à aujourd'hui. Il est sur plus de 7000 villes et 186 pays. L'Algérie
On est fiers aujourd'hui d'être parmi les 186 pays au monde. Entre les débuts et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. L'eau a coulé sous les ponts. Alors du coup, Énormément. aujourd'hui, vous êtes un événement qui est célébré et qui est vécu dans 48 wilayas, Oui, exactement. avec d'ailleurs tous les patronages possibles et imaginables. C'est important, hein, surtout que c'est une question hyper importante pour l'avenir, pour l'économie d'énergie, pour Exactement. la lutte contre le gaspillage, pour la protection de l'environnement. Exactement. Aujourd'hui, ou bien en 2015, on était tout seul. Aujourd'hui, il y a une adhésion des pouvoirs publics et du citoyen. Le Earth Hour, pour sa 4e édition, il est sous le patronage de Monsieur le Président Abdelaziz Bouteflika et sous l'égide de la wilaya d'Alger. Et ça démontre aussi que c'est un sujet important et qu'il est pris en charge par les pouvoirs publics et par la société civile. Il y a un message qui a été lancé par le ministère de l'Intérieur à l'ensemble des walis des 48 wilayas du pays Exactement. pour vous accompagner dans l'opération. Oui, c'est une note qui est sortie hier à tous les walis de l'Algérie, des 48 wilayas, de participer symboliquement Alors, et éteindre un des symboles de la wilaya le samedi 24 mars de 20h30 à 21h30. Et ça démontre aujourd'hui que cet événement, il prend une ampleur nationale et c'est le but de notre organisation que cet événement soit au niveau de tous les wilayas de l'Algérie. Et pour Alger, on va Pour Alger, éteindre quoi? On va éteindre beaucoup d'édifices à partir de 20h30, en commençant par la grande porte d'Alger. Excusez-moi. Je vous en prie, à vos souhaits. Merci beaucoup. Donc on disait que la grande poste, les plus grands artères de la wilaya d'Alger, donc des Douce Mourad, l'Habib Ben Mehdi, il y aura l'APN, il y aura l'hôtel Ourassi, Maqam Shahid, le bastion 23. Donc il y a plusieurs édifices, il y a Bédagé qui sera aussi éteint et on aura des édifices qui seront éteints au niveau des autres wilayas. Chacun, il va choisir un édifice symbolique à la wilaya qui va être éteint symboliquement. En fin de compte, demain, de 20h30 à 21h30, que faut-il faire? Il faut réduire sa consommation d'énergie, éteindre les lumières qui ne sont pas forcément nécessaires dans cette heure. Après, chacun est libre d'imaginer une activité à faire dans le noir, dans l'obscurité, avec une bougie ou un dîner romantique, pourquoi pas, ben oui, tout est imaginable, mais... Chérie, demain, on mange à la chandelle. Non, oui. Voilà, C'est bien, c'est un important. exemple. Hein. Mais est-ce qu'on a mesuré enfin pas l'économie d'énergie, parce qu'on a bien compris que votre événement n'est pas, le but c'est pas de le célébrer une fois par an et d'éteindre Oui. la lumière pendant une fois par an, 1 heure, ça ne va pas changer le monde. Exactement. Mais c'est plutôt d'inculquer une nouvelle manière de consommer, une nouvelle manière de se comporter avec tous les appareils électroniques dont nous disposons. Exactement, surtout avec la nouvelle génération, les enfants, il faut savoir qu'il y a plusieurs gestes qu'on peut adopter tout au long de l'année, pas pendant cette 1 heure, pour qu'on réduise notre facteur énergétique. Et parce que on parle de changement climatique, mais dans nos têtes, on n'est pas concerné. Mais chacun de nous, aujourd'hui, il est concerné par ces changements climatiques, par la facture d'électricité. Donc Oui. on doit adopter des petits gestes. Par exemple, les chargeurs de téléphone ou les chargeurs de portable, les laisser brancher toute la nuit ou toute la journée, ça consomme de l'énergie, même si le chargeur il n'est pas placé à l'appareil. Il y a aussi la mise en veille des appareils électroniques, comme les télévisions. Donc, Vous conseillez, vous préconisez plutôt de les éteindre que de les mettre en veille. oui. Effectivement, il consomme beaucoup d'énergie, même si on n'est pas au niveau de la maison, Oui. on laisse le téléviseur en veille, mais en fin de compte, si on compte tout au long de l'année, on remarque qu'il y a une consommation excessive juste en laissant les téléviseurs en veille. Il y a plusieurs autres conseils. Par exemple, on peut éviter de mettre les fours à côté des frigos parce que ça donne
plus de consommation électrique. Il y a aussi l'épaisseur de la glace au niveau du réfrigérateur qui, les scientifiques disent que 4 cm de gel nous donne une consommation double à la norme si on laisse le frigo gelé pendant sur 4 cm. On va saluer vos partenaires. Ils ne sont pas nombreux, mais ils vous accompagnent quand même. Au-delà du patronage et des partenariats donc, avec les institutions, Exactement. il y a l'Agence nationale de l'emploi, l'ANEM. L'ANEP plutôt. L'ANEP, pardon. Enfin, l'Agence nationale de l'emploi. C'est plutôt. L'ANEP, oui, parce qu'il y a eu. Édition et. Il y a eu. Et distribution. Voilà, il y a eu une campagne d'affichage au niveau du métro d'Alger et les plus grandes artères de la wilaya d'Alger pour parler sur cet événement du 24 et bien sûr appeler tous les citoyens à éteindre les lumières de 20h30 à 21h30. Il y a aussi la société de distribution de l'électricité et du gaz qui nous ont fourni justement les t-shirts officiels de l'événement et que Mahez est en train de mettre de... Et j'ai maigri, hein, je porte du M aujourd'hui. Merci à vous, la Mizellek. Merci d'avoir été parmi nous. On rappelle l'événement demain, 20h30, 21h30. Le camp de base à Alger, ça va se dérouler où? C'est au niveau de Ibn Khaldoun, de la salle de Ibn Khaldoun. Puis on va descendre, Inch'Allah, la Grande Poste pour atteindre la place de la Grande Poste. Eh bien, très bien. Soyez nous, on sera là-bas. Nous, on va tout éteindre, on va allumer le feu. Tiens. On va allumer les torches. Merci encore. Je n'oublierai pas de te remercier, toi, Myriam et toute l'équipe de Canal Algérie, tous les médias qui sont derrière cet événement pour sa réussite. Et je dois être le seul animateur en Algérie à avoir les 4 t-shirts des 4 éditions. Voilà, c'est réglé. Voilà, 60 minutes pour sauver le monde, 60 minutes d'économie d'énergie pour inculquer une nouvelle manière de consommer. Ça, c'est important. C'est l'association Sidra qui est le porte-drapeau de cette opération, accompagnée bien évidemment par l'ensemble des acteurs des 48 wilayas du pays. Merci encore, la Mizellek. Merci à toi. Merci à vous. Merci. En tout cas, c'était un plaisir. Quant à nous, on part à Oran sans plus tarder, en urgence pour retrouver Iman Mahrouk Garras. Elle nous parle de la journée de prévention contre les accidents cardiovasculaires. Allons-y, avec elle, on se retrouve juste après. Bonjour Alger, bonjour à vous tous, heureuse de vous retrouver comme à chaque fois et cette fois-ci nous allons parler d'une pathologie qui nous touche tous de loin ou de près puisqu'on va parler de l'AVC, des causes, des facteurs de risque, du traitement, de la prise en charge surtout de cette pathologie. Eh bien je partage le plateau. Aujourd'hui galanterie aux hommes, en fait on va changer un petit peu nos habitudes puisque nous recevons aussi le docteur Derdour Djamel, neurochirurgien à l'EHU d'Oran du 1er novembre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Très bien. Alors, accompagné du docteur Dounia Batsi, professeur Dounia Batsi, chef de service de neurologie à l'EHU d'Oran. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et aussi, vous êtes accompagné aussi du docteur Karas Noussaoui Emina, radiologue à l'EHU d'Oran. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. C'est votre première télé? Oui, c'est ma première télé, oui. Vous êtes stressée? Là, ça va, ça commence à aller. Très bien, alors, très bien. Alors, professeur Batsi, qu'est-ce qu'un AVC déjà? Alors, l'accident vasculaire cérébral, parce qu'on en parle beaucoup, oui. On entend beaucoup parler de cette pathologie, d'ailleurs, qui est très très répandue. Alors, qu'est-ce qu'un AVC? Alors, je rappelle, l'AVC, c'est une urgence médicale. Elle représente la première cause de handicap moteur de l'adulte, que ce soit en Algérie ou dans le monde, et c'est la troisième cause de décès dans le monde et en Algérie. Et donc, l'AVC survient lorsqu'il y a un blocage du sang au niveau du cerveau, au niveau d'une artère. Ce blocage du sang va être, c'est dû à soit un caillot de sang, donc l'artère est bouchée. Formée. Voilà, qui est formé, un caillot de sang qui va se former et va boucher une artère. Et donc du coup, le cerveau ne va pas être irrigué par le sang. Et donc, quand on dit du sang, c'est-à-dire de l'oxygène. Et donc cette partie du cerveau va mourir. On appelle ça une ischémie cérébrale. On appelle ça l'accident vasculaire cérébral ischémique. Une artère qui est bouchée, le cerveau il meurt. Voilà. Et ça représente 80% des patients. Et on a aussi une artère qui peut, dans 20% des cas, se rompre, voilà, éclater, et donner de l'hémorragie, du sang au niveau du cerveau. Et on appelle ça accident vasculaire cérébral hémorragique. Les deux, c'est des AVC,
Un, c'est ischémique et l'autre, c'est hémorragique. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails Voilà. maintenant parce que, bon, on y arrivera dans un petit moment. Mais quels sont ces symptômes? Les symptômes, la symptomatologie de l'AVC. Parce que des fois, on sent un petit peu des fourmillements du bras, des fourmillements on va dire de la jambe. Des fois, on a une partie du visage qu'on commence c'est-à-dire engourdi. Exactement. Donc, on aimerait bien connaître les symptômes de l'AVC. Alors, c'est très important de les connaître. Enfin, il y a des signes très évocateurs d'accident vasculaire cérébral. C'est surtout la brutalité de ces symptômes. C'est-à-dire, il était bien il y a 5 minutes et brutalement, il ressent. Alors, les symptômes les plus importants, c'est trouble de la parole. Le malade, il est là, il n'arrive plus à parler normalement. Donc, on appelle ça, ou il ne parle plus, on appelle ça une aphasie. Chez nous, en tant que neurologue. Aussi, le symptôme le plus fréquent aussi, c'est la paralysie. Donc, d'un seul coup, le malade ressent des fourmillements. Et ne peut plus bouger le bras. Exactement, ne peut plus bouger le bras, ne peut plus bouger la jambe. On appelle ça une hémiplégie. C'est-à-dire le malade, en 5-10 minutes ou en 1 heure, ne peut plus marcher. Voilà. Ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe aussi, une paralysie faciale. Aussi, brutalement, le patient, il est là, il n'arrive plus à parler et en même temps, il va regarder son visage et voit une déviation complète du visage. Voilà. Une De la déformation. bouche. Une déformation un petit peu du on visage. appelle ça une paralysie faciale, type central. Il y a d'autres signes, mais pour ne pas aggraver ne pas inquiéter, on peut avoir des vertiges, on peut avoir un coma, on peut avoir des troubles visuels. Voilà, un brouillard visuel comme ça, unilatéral. C'est-à-dire, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas consulter en urgence. Il faut... C'est une grosse erreur, parce qu'on peut rattraper probablement le malade. Parce qu'il y a un traitement. Il y a un traitement en urgence. C'est-à-dire qu'un malade, qu'il soit jeune, qu'il soit âgé, ces symptômes doivent inquiéter la famille et le patient. Il doit consulter aux urgences. Eh bien, aussi, il faut éduquer la famille aussi sur les symptômes de l'AVC pour qu'ils puissent se rendre compte que on va dire, leur sujet ou bien leurs parents, il est en train de faire des signes d'AVC. Il faut connaître ces signes-là et dire non, il ne faut pas dire c'est pas grave, non, c'est rien. Non, c'est peut-être un AVC. Il faut éliminer en premier lieu l'AVC qui est une urgence médicale. Il peut être grave. Voilà, il peut être grave. Et la première chose à faire, bien sûr, c'est faire une imagerie en urgence. Et là, le radiologue... Et comment diagnostique-t-on l'AVC? Et là, je m'adresse à Dr Khalas Snoussaoui. Rebonjour. Rebonjour. Comment diagnostique-t-on l'AVC, puisque quand même, quand le sujet il arrive en urgence, donc certainement, il va passer une radio, une TDM, etc. Donc, on aimerait bien connaître quels sont les examens radiologiques primaires de l'AVC. En fait, c'est un peu subtil au début. Il faut savoir que le radiologue intervient juste après le neurologue, donc devant des signes cliniques évidents. Rapporté par le neurologue ou par le malade ou parfois la famille ou la personne qui a assisté à l'accident. Et il faut savoir que devant tout déficit neurologique brutal, qu'il soit transitoire ou permanent, il faut savoir que le malade passe en priorité. C'est un candidat à la thrombolyse, c'est l'urgence par excellence. Donc nous, à ce moment-là, on essaye d'agir vite, de choisir l'imagerie cérébrale qui convient le mieux et le plus rapide. Dans notre structure, c'est le scanner. Il faut savoir qu'on est dans une structure où on a l'avantage d'avoir le scanner et l'IRM. Sur place? Sur place. D'accord. Mais on est dans un contexte d'urgence. Donc il faut un examen qui est rapide, où on répond rapidement,
où on peut répondre à la question primordiale que le neurologue attend parce qu'il est derrière la console et il attend la réponse. Est-ce que c'est un AVC ou est-ce que c'est un accident vasculaire cérébral ischémique? À ce moment-là, il continue dans le cheminement de la thrombolyse, ou c'est un AVC hémorragique, c'est-à-dire une rupture vasculaire, un saignement intracrânien. À ce moment-là, il contre-indiquerait la thrombolyse, il passerait vers d'autres... une autre équipe. Vers une autre équipe. Voilà, et là, vous êtes en train de me tendre une perche puisque vous avez évoqué l'AVC hémorragique. Donc là, je m'adresse au docteur Derdour. Vous êtes neurochirurgien à l'EHU d'Oran. Et bien voilà, qu'est-ce que l'AVC hémorragique et dans quel cas on prend en charge, on peut diagnostiquer l'AVC hémorragique? Bon, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral hémorragique, c'est un saignement, c'est une hémorragie qui survient dans le cerveau. Elle est due généralement à une rupture d'un vaisseau sanguin. Et généralement, ça représente 20% de tous les accidents vasculaires cérébraux. Il peut être causé par quoi, ce caillot sanguin? Les causes sont multiples. Les causes sont multiples. D'abord, dans 60% des cas, le saignement, il est lié à l'hypertension artérielle. Donc, ce sont des patients âgés qui ont une hypertension artérielle chronique, mal contrôlée, ou, c'est ça, mal contrôlée, ou mal traitée, ou insuffisamment traitée. Donc, c'est des patients qui présentent des pics hypertensionnels. Et ça entraîne, déjà, ils sont sur une hypertension chronique, ça veut dire qu'il y a une fragilité vasculaire. Il y a aussi une hausse de cholestérol dans ce cas-là. Une fragilité vasculaire et puis un pic hypertensif, ça peut entraîner ce saignement. Ça, généralement, c'est la première cause. C'est dans 60% des cas, ce sont des AVC en rapport avec l'hypertension artérielle. Voilà. Deuxième cause, ce sont aussi des patients qui ont une pathologie cardiaque et qui sont obligés de prendre un traitement anticoagulant. D'accord. Voilà. Oui. Ça, généralement, ça représente autour de 10 à 15% des patients. Qui sont mal suivis, oui. Donc, c'est le traitement anticoagulant, c'est un traitement qui a pour but de fluidifier le sang. Le sang, oui. S'ils sont mal suivis, ça peut entraîner la formation de ces caillots. Voilà, des conséquences graves, entre autres, ils peuvent saigner partout, mais entre autres, un saignement cérébral. Comment on prend en charge cette pathologie? Parce qu'elle est certainement différente que la prise en charge de l'AVC ischémique. Bien sûr. Ça dépend de la cause aussi. Et la troisième cause aussi, ce qu'on appelle, c'est des causes malformatives. Ce sont surtout les ruptures d'anévrismes, qui sont des pathologies congénitales, des anévrismes ou bien les malformations artério-veineuses. Ce sont des pathologies congénitales et à la suite aussi d'une perturbation tensionnelle ou de façon spontanée peuvent saigner. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, je reviens toujours vers le radiologue, puisque c'est l'un des acteurs, on va dire, de la prise en charge, puisque c'est une prise en charge, en fait, pluridisciplinaire de la pathologie de l'AVC. Donc, quel est le rôle du radiologue dans cette prise en charge de l'AVC ischémique? Moi, je résumerai ça en 2 points importants. Le premier est que le temps, il faut agir vite parce que nous, on fait partie, on est un intervenant de toute la chaîne qui doit être rapide. Il y a l'urgentiste. Voilà. Aussi. Oui. Qui doit, exactement. Donc c'est un temps qui est court, qui est à peu près de 4h, 4h30, je pense. 4h30. Voilà. Et donc il faut répondre vite au neurologue. Est-ce que c'est un malade qui est candidat, qui est potentiellement thrombolisable ou pas? Donc est-ce que c'est un AVC hémorragique ou pas? Et donc ça, c'est une question qui est très importante. Et puis nous, dans notre service, enfin moi
on a eu la chance d'avoir une prof et une doyenne, professeur Mahmoudi, Allah yadhkourha bil khair, qui nous disait tout le temps time is brain, le temps est le cerveau. Et donc en fait, il faut absolument jouer sur ça. Être très rapide en fait. Voilà, et choisir l'examen important, enfin l'examen le plus efficace dans cette situation. Entre le scanner, l'IRM, le scanner, il est rapide, il permet de faire le diagnostic de l'AVC hémorragique très facilement. Très rapidement. En revanche, on peut avoir tout à fait un scanner cérébral normal à la phase hyper aiguë. Qu'on trombolise d'ailleurs, hein, où on peut avoir où on a un succès, un taux de réussite important. D'un autre côté, l'IRM, c'est vrai que c'est un examen qui nous demande 10 à 20 minutes à peu près. Il n'est pas très accessible. Voilà, mais où la pas très accessible, ouais. Pas très accessible, exactement. Très sensible pour l'AVC, il nous montre qu'il y a un AVC. Voilà, très bien. Dès la première heure des symptômes décrits par le neurologue. Eh bien, puisqu'on parle de la prise en charge, de la rapidité et aussi des personnes qui s'occupent du malade à l'arrivée aux urgences, donc je vous propose de suivre ce reportage. On se retrouve juste après avec notre invité qui va être un témoin justement. C'est un patient qui a déjà eu un AVC et qui se porte comme un charme. Ce malade qui nous a été présenté est un candidat à la thrombolyse, donc il devient forcément prioritaire chez nous. Là, a priori, donc on lui a fait un scanner sans injection, il ne présentait pas de foyer hémorragique qui contre-indique l'hémorragie, la thrombolyse. Par contre, on a trouvé des signes en faveur d'AVC au stade aigu. Donc il est toujours dans les délais. Donc pour nous, c'est tout à fait un candidat à la thrombolyse. Alors maintenant, nous venons de recevoir le patient qui vient de notre cancer aux urgences. On vient d'avoir son scanner. Là, on suspecte un AVC ischémique. On a éliminé l'hémorragie. Il n'y a pas d'hémorragie sur le scanner cérébral. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan complet, on fait un ECG. On prépare le patient puisqu'il est dans les délais de la thrombolyse. Il est avant le 4h30. On le prépare pour la thrombolyse. Et s'il n'y a aucune contre-indication, on va débuter notre thrombolyse. L'hospitalisation à domicile est une unité nouvellement créée par notre service, dont les objectifs sont raccourcir la durée d'hospitalisation des patients, éviter les infections nosocomiales et surtout d'assurer un meilleur confort psychologique pour les patients. C'est une équipe formée de un médecin coordinateur,
spécialistes, un médecin spécialiste coordinateur, 2 médecins généralistes, 2 infirmiers, un kinésithérapeute, une psychologue, une assistante sociale et un orthophoniste qui se déplacent tous les jours pour ces patients. De retour sur notre plateau et toujours en compagnie de nos invités, mais il y a un invité qui vient juste de nous rejoindre, c'est Monsieur Rarnati Mohamed. Alors lui, il a été victime d'un AVC et il se porte comme un charme qui a tenu à venir témoigner de vive voix ici sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bonjour Monsieur Rarnati, marhaba bik. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors, on a parlé de thrombolyse. Le malade thrombolysé, il faut faire vite pour la thrombolyse. Alors, qu'est-ce que la thrombolyse, professeur Batsi? Alors, la thrombolyse, il y a une vingtaine d'années, l'accident vasculaire cérébral, c'était une maladie le malade était condamné. Il a un AVC, il n'y a rien, on ne peut rien faire. Depuis une vingtaine d'années en Europe et aux États-Unis, il y a eu ce traitement qui est la thrombolyse. C'est quoi? Thrombolyse, c'est-à-dire liser, dissoudre le caillot de sang. C'est un traitement injectable qu'on l'injecte au malade qui présente des signes d'AVC. Ischémique. Ischémique. Alors, c'est-à-dire quand il y a une artère qui voilà, bouche. il faut mettre l'accent sur l'AVC. Alors, le malade qui fait un AVC ischémique, il peut bénéficier de la thrombolyse. Voilà. Parce que s'il fait un AVC hémorragique, est-ce que ça va aggraver, au contraire, ça peut le tuer. C'est une contre-indication formelle. Elle est contre-indiquée. C'est pour ça que quand un patient présente des signes d'AVC, la première étape déjà, il doit savoir qu'il peut-être qu'il fait un AVC. Donc il va partir en urgence, à l'hôpital. L'urgentiste va le recevoir. Lui-même, l'urgentiste doit savoir que voilà, ce malade-là est prioritaire. Donc on va organiser toute une filière au niveau d'un hôpital, ce qui s'est passé à l'EHU depuis 3 ans. L'urgentiste est formé, le médecin, l'infirmier est formé pour ça, et il va accueillir ce malade-là d'une manière rapide, qui va faire son scanner. Le radiologue est aussi va être sensibilisé, il va faire son scanner rapidement. Pourquoi? Pour faire la différence entre un AVC hémorragique et un AVC ischémique dès le départ. Et tout ça doit être rapide, une filière vraiment rapide. Et donc ce qu'on a fait à l'EHU, et je rappelle aussi que la prise en charge de l'AVC, c'est pas le neurologue, c'est pas l'urgentiste, c'est une équipe, c'est pluridisciplinaire. Exactement. C'est le neurochirurgien, c'est l'urgentiste, c'est le radiologue, c'est le smuriste. Voilà. C'est le réanimateur aussi. Donc c'est toute une équipe qui doit s'organiser, coordonner pour prendre en charge ce malade le plus rapidement possible. Alors, le message, la thrombolyse, c'est un traitement qui existe à l'EHU et qu'à l'EHU. Alors, il faut être présent avant 4h30. Alors, comment vous faites pour gérer le malade qui arrive, on va dire, juste à 4h? Voilà. Alors, en fait, on sait bien sûr, on a formé toute l'équipe, mais bon, on s'améliore, hein, c'est pas parfait, mais il faut que ça soit très, très rapide. Et à l'EHU, il y a cette rapidité. D'ailleurs, on l'a vu à travers le reportage. Voilà. Donc, il y a toute la filière. Et en fait, on a formé toute l'équipe des urgences à l'accueil, parce qu'ils reçoivent le malade. Mais avec tout ça, on reçoit le malade très tardivement, parce que la population n'est pas assez sensibilisée. Qu'il faut emmener le malade tout de suite qui fait un AVC ou alors les signes d'AVC tout de suite à l'urgence pour qu'il puisse être thrombolysé, c'est-à-dire éviter les conséquences. Voilà. C'est-à-dire quand il a ces signes, il part à l'EHU. Nous, on va faire le scanner, le bilan, etc. parce qu'il y a des indications. On va éliminer l'AVC hémorragique. Et quand il a toutes les indications de thrombolyse, on va injecter. Et c'est spectaculaire parce que le malade, s'il vient hémiplégique ou paralysé et ne parle pas, il va récupérer complètement. Puisque vous êtes en train de nous parler du malade qui a eu un AVC. Donc, on a avec nous Monsieur Rarnati. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de l'AVC? Eh bien, au moment de l'AVC, comme d'habitude, j'étais à la maison. Je sors vers 10h du matin, comme d'habitude, avec un ami.
On est parti à l'Aqid Lotfi parce que j'habite à Canastel, c'est tout à côté. Je conduisais, comme toujours. Je suis allé voir mon ami et on est allé prendre un café. Mais quand j'étais à la conduite, j'ai senti quelque chose de différent. J'ai senti ma main qui revenait. Un quart d'heure après, mon pied, c'est la droite, hein, les deux, Le côté droit. les deux membres droits. Le côté droit. Du côté droit. J'ai dit à mon ami, ça va pas, il y a quelque chose qui cloche, je ne suis plus le même. Est-ce que vous avez ressenti une douleur Il n'y a pas de Rien, douleur. il n'y a pas de douleur. Il y a d'accord. des C'est un engourdissement. fourmillements. C'est un engourdissement. Il y a ma main, je prenais le volant, elle a tendance à revenir. J'ai demandé à mon ami, viens prendre le volant et ramène-moi à la maison. Il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas aller à l'hôpital? C'est mieux. De préférence. Non, là, c'est rien pas- du tout. ouais, c'est rien, je vais me reposer un petit peu. Je suis retourné à la maison. Quand je suis retourné à la maison, ça s'empirait. Ça s'est s'empirait, aggravé. ouais. Ça s'est aggravé. Il y avait mon fils avec moi, la famille était à la plage. Il n'y avait que mon fils. Quand il m'a vu comme ça, il a appelé sa mère. Bon, ma femme, elle a appelé toute sa famille, ses frères. Allez voir Mohamed, ça ne va pas. Il a quelque chose. Il a quelque chose. Ils sont venus en urgence. Ils m'ont emmené à Directement à l'hôpital, l'UHE. à l'UHE. Bon, à l'UHE, ça s'était empiré encore. Je ne pouvais plus m'asseoir. La parole, il a perdu la parole. Ouais. Heureusement, il y avait l'équipe qui vous attendait. j'ai été pris en charge, grâce à Dieu et grâce au docteur Bati près de moi. J'ai été thrombolisé. Ils m'ont fait la radio. Ils ont dit qu'il y a un bouchon. Une artère qui bouche. Et vous étiez conscient à ce moment-là? Non, ça commençait à partir. Ça commençait à partir, la parole partait. J'ai été thrombolisé sur un brancard. Tellement c'était rapide. Il y avait du monde, Il y avait du monde et il fallait thromboliser. Il fallait thromboliser. Parce qu'il a perdu du temps. On a perdu du temps, il est parti à la maison, donc voilà. En tous les cas, j'étais avant les 4 heures comme demandé. J'étais 2 heures après, j'étais... Et là, vous vous sentez bien quand même? Maintenant? Oui. Oh, non, mais tout de suite, il a récupéré... Peut-être que c'est un cas spécial, mais 5 jours, 6 jours après, je ne parlais plus, la parole est partie. Qu'est-ce que je disais? Quand on me demandait quelque chose, Alhamdulillah, Wallahu Akbar. Alhamdulillah, Wallahu Akbar. C'est tout ce qui sortait de ma bouche. Tout ce qu'on me demandait, et on dit je maintenant, disais alhamdoulilah. Là, vous êtes debout, vous êtes avec nous justement pour un témoignage aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder aussi. Il ne faut pas faire la faute que j'allais faire. Rester à la maison. J'ai dit à la maison, à mon ami, d'amener à la maison, me reposer, ça n'allait pas. Ici, si j'étais resté à la maison plus de 4 heures, 5 heures, comme Ergout par exemple, maintenant je serais handicapé à vie ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas faire la bêtise de rester à la maison et d'aller tout de suite à l'UHE pour être pris en charge par des éminents docteurs. Très bien. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de notre duplex. Qu'est-ce que vous avez à rajouter, professeur Bati? Vous êtes, je le rappelle aussi, que vous êtes chef de service de neurologie à l'EHU d'Oran. Alors, en fait, oui, il y a quelques messages. En fait, lui, on a thrombolisé une centaine de patients. Alors, à l'EHU, il faut savoir que c'est le seul service à Oran qui thrombolise, et même ailleurs. Donc on reçoit beaucoup de malades. Je ne dis pas que la filière, l'urgence est parfait, mais on essaie de passer l'AVC en priorité. Alors le message, c'est qu'il faut connaître les signes d'AVC. Il faut savoir qu'il y a un traitement. Très important. Très important. Parce que je crois que vous avez même organisé des journées de sensibilisation dans les lycées, dans les écoles, dans les CEM, dans les universités. C'est-à-dire on essaie de sensibiliser toute la population et aussi penser à l'AVC en priorité, même si ce n'est pas un AVC, même si c'est de l'arthrose, même si c'est nerveux, etc. Alors, le piège,
quand il y a un sujet âgé qui est hypertendu, etc., et tout, il a facteur de risque, on pense à l'AVC tout de suite. Enfin, on se dit peut-être c'est ça. Le piège, mais ça n'arrive pas, ça n'arrive pas uniquement aux malades hypertendus, ou alors les sujets âgés, ou alors les diabétiques, ou alors non, ça peut arriver à toute à 30 personne, ans, à 30 ans, 40 ans, à 20 ans, à 25 ans aussi. On a eu un malade de 6 ans, on a eu de 17 ans, on a eu de 20 ans. Et eux, en fait, on a cette culture d'aller chez le barabo ou la raqi, etc. Et c'est trop tard. Et c'est trop tard. Voilà, il dit 30 ans, on a zaf, tous les khadma, etc. Non, moi je dis, il ne faut pas aller chez raqi, aller à l'EHU. Exactement. Un scanner. Ça ne coûte absolument rien de passer un examen de routine, peut-être. Peut-être que c'est un AVC, et on a eu peut-être cas comme ça, et peut-être pas, heureusement, voilà, qu'on peut sauver. Et le deuxième message, c'est que aussi, il faut savoir que c'est à l'EHE. Il n'y a pas ailleurs, malheureusement, jusqu'à maintenant, et il n'y a pas dans les cliniques privées. Oui. Alors, malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour mes confrères, un malade qui a un AVC, que ce soit dans d'autres structures privées ou publiques, ne retenez pas le malade. Envoyez le malade à l'EHE. Vous pouvez... Vite, rapidement. Rapidement. Vous faites un AVC, des signes d'AVC, je ne peux rien faire pour vous parce que on peut sauver une vie humaine quand même. Très bien. Quand vous pouvez faire ça, vous avez sauvé le malade. Et on a pratiquement quelques cliniques qui retiennent parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas informés, etc. L'EHU thrombolise. Il y a une équipe de neurologues, de neurochirurgiens, de radiologues, de réanimateurs qui vont faire que ça. Voilà, donc c'est ça le message. Et on a eu cette idée de sensibiliser les enfants. Justement. Les lycéens. Parce qu'il y a eu justement un cas à l'étranger, en France notamment. Alors une grand-mère qui a été sauvée par son petit-fils de 10 ans. 10 ans, je crois, voilà. Parce qu'il connaissait, il a reconnu un petit peu les signes de l'AVC. Alors un dernier mot, docteur Derdour. Oui. De notre part, comme étant neurochirurgien, on s'occupe beaucoup plus des AVC hémorragiques. Donc il faut savoir que c'est une pathologie quand même qui est grave. Une hémorragie cérébrale, c'est pas simple. C'est une pathologie grave qui peut tuer le malade. Bien sûr, qui peut avoir des conséquences graves, que ce soit sur le plan fonctionnel, que ce soit sur le plan vital. Vital, oui. Donc, c'est pas tous les patients qui présentent une hémorragie cérébrale qui nécessitent une chirurgie, bien sûr, c'est des indications bien claires, que ce soit pour les hypertendus ou bien pour les patients qui ont des anévrismes. Mais de notre côté, au niveau de l'EHU d'Oran, on s'occupe de cette pathologie, des AVC hémorragiques, des malformations, des anévrismes, et c'est toute une équipe qui est impliquée dans la prise en charge. Ça va du neurologue, du réanimateur, parce que les patients peuvent être dans un coma d'emblée, ou bien arriver aux urgences dans un coma et qui nécessite une intubation et qui nécessite un passage en réanimation. Voilà. Donc le facteur temps, il est très important, parce que le pronostic, il est totalement différent entre un patient qui arrive conscient et un patient qui arrive aux urgences comateux dans un coma avancé. Avancé, oui. Voilà. Donc, et bien voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Donc je pense que vous allez rajouter juste que vous avez aussi créé on va dire, une prise en charge à domicile. Qui fait partie de la filière aussi, neurovasculaire. Voilà. En fait, on a eu l'idée, on travaille en fonction des besoins des malades. Et on voit que la filière neurovasculaire qui a été créée à l'EHU, donc en préhospitalier, on a le SMUR. Donc quand il y a des signes d'AVC, il y a eu cette création du SMUR. D'ailleurs, il y a même le numéro de téléphone qui défile. Alors, contactez, appelez le SMUR. C'est en urgence. Donc ils sont formés pour tout ce qui est maladies neurologiques et urgences. Donc on a eu 4 à 5 malades comme ça qui sont candidats à la thrombolyse. C'était très bien. On a eu cette unité, cette équipe à l'EHU, qu'on essaie un petit peu vraiment de former et que ça soit très rapide. Et en fait, les malades, pratiquement, quand ils sont hospitalisés chez nous, même s'il n'a pas récupéré, en fait, il y a des maladies neurologiques, et les parents, ils sont un peu perdus. Et ils ne savent pas comment les prendre en charge à la maison quand ils sortent. Donc, ils n'ont pas d'infirmiers, ils n'ont pas de médecins, etc. On a pensé, pour raccourcir l'hospitalisation à
au service pour éviter les infections et surtout pour le confort psychologique du patient, les hospitaliser à la maison. Donc on a formé une équipe détachée du service de neuro. On a tout un matériel, donc c'est l'hospitalisation à domicile en neurologie et c'est énorme pour les parents parce qu'ils sont pas perdus, ils se sentent pas seuls. Donc il y a toute une équipe. Il y a toujours un accompagnement médical. Voilà, même à la maison, ils ont un accompagnement médical et une prise en charge médicale dans leur, on va dire, dans leur cocon, chez eux, dans leur milieu aussi. Donc merci professeur Batsi. Vous êtes chef de service de neurologie à l'EHU d'Oran. Merci docteur Deloudour. Vous êtes neurochirurgien à l'EHU d'Oran. Monsieur Arnati, bonne santé. Merci. Alhamdulillah. Bonne journée et merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. Restez toujours en compagnie de nos programmes sur Canal Algérie et en compagnie de la fin de Bonjour d'Algérie. Merci à vous, merci beaucoup. Merci Mme Mahrogras, merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. On se retrouve tout simplement dès demain. Demain, de 9h à 10h30. Excellente journée, excellent vendredi. Et puis comme disait mon papy, il y a toujours quelqu'un qui vous attend quelque part. Restez prudents sur la route. Ciao.